euh, sur ce webinaire. Donc ce webinaire est enregistré hein, pour que justement pour les retardataires ou les absents du jour puissent le retrouver par la suite. Je vais commencer, du moins, je vais laisser Alban commencer l'introduction et tout au long de la présentation, on fera deux voix. Mais avant, je pense que Madame Gournay-Lecomte a peut-être un petit mot à dire par rapport à cette restitution du schéma. Donc, nous vous écoutons, Madame Gournay-Lecomte. Eh bien, bonjour, bonjour messieurs. Euh, alors effectivement, on n'est pas très nombreux, mais on va dire que les plus intéressés par le sujet sont présents et fidèles au rendez-vous. Merci, merci Jean-Michel de ta présence fidèle sur ce travail. Effectivement, alors on a voulu, juste pour recontextualiser, et je serai pas long du tout, mais simplement, donc on a voulu à travers ce schéma-là avoir une participation avec les territoires. C'est vraiment ce qui a guidé notre façon de faire et notre façon de fonctionner. Et au moment où chacun a pu, non seulement à travers les réunions qu'on a organisées, les plénières, on a voulu donc permettre d'aller encore plus loin avec l'ouverture sur Mapeo, donc d'un système communicant permettant à chacune et chacun de pouvoir rebondir et d'apporter des corrections. Et on a bien vu lors de nos derniers échanges en territoire que c'était quelque chose qui a apporté satisfaction. Et donc, aujourd'hui, plutôt que de refaire, je pourrais dire entre guillemets, une grand-messe à la maille départementale, on a pris le parti donc de travailler à la maille des EPCI pour vous présenter l'état quasi final de ce schéma, donc qui vise dans les semaines qui viennent à un dépôt auprès de Monsieur le Préfet. Mais je dirais qu'aujourd'hui, et comme tous les jours qui viennent dans les territoires, c'est vraiment le dernier moment où on peut encore façonner ce travail. C'est vraiment un travail de dentelle qui est mené pour, espérons-le, répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens en quête de nouvelles formes de mobilité et surtout de réponses à apporter à ces nouvelles formes de mobilité. Voilà, je ne serai pas plus longue. Alors, Alban, on t'entend pas. Alban, Alban, Quoi. est-ce que tu Oui, m'entends? Ça y est, oui. c'est bon? Bah, moi, je t'entends. Vous m'entendez ou Bon. pas? Je t'ai peut-être le seul à ne pas t'entendre, mais du coup, je t'entends maintenant. Non, j'entendais pas non plus moi. Vous Moi non m'entendez plus. maintenant? Oui, Oui. oui, parfaitement. Ah, excusez-moi. Je disais, Philippe, est-ce que tu peux enlever l'encart qui est au milieu de l'écran? Ce sera plus simple pour visualiser. Quel encart C'est tu pas as? toi? Ah non, j'avais un encart, c'était chez moi. Bien, bah, écoutez, on va commencer la présentation de la restitution de ce schéma. Alors, on n'est certes pas très nombreux aujourd'hui, mais l'intérêt de l'enregistrement de la session, c'est qu'il pourrait être revisualisé, on va dire, par vos collègues s'ils le souhaitent dans les prochains jours. On avait quelques petites règles on va dire, de la séance sur la manière de s'exprimer et de caméra coupée, micro, etc. Mais comme on n'est pas très nombreux, en fait, on vous a donné la possibilité de réagir tout au long de la discussion. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Donc la présentation va se faire à deux voix. Hein, Parfait, qui suis directeur du département transition énergétique. Et puis bah, Philippe, que je vais laisser se présenter rapidement. Donc, Philippe Landrin, donc je suis responsable mobilité durable au sein du SDEC Énergie, en charge donc des recharges pour véhicules électriques. Et pour saluer Monsieur Maloisel qui vient de se connecter. Oui, bonjour Alban et bonjour Monsieur Landrin. Bonjour, Monsieur Bonjour, Maloisel. Voilà. bonjour Gilles. Bonjour Oui, Gilles. bonjour Madame la Présidente. Et j'excuse Monsieur Guy Vellani qui est en recrutement.
D'accord. Ça marche. Très bien. Ouais. Donc, alors, le programme de ce temps d'échange, alors, on va être ensemble à peine, on va dire, 45 minutes, hein, sauf si les discussions se prolongent, mais autrement, en moins de 3 quarts d'heure, on aura fait le tour de la présentation. Donc, on a 5 points sur lesquels on voudrait revenir auprès de vous. Donc, le rappel de la méthode pour expliquer que voilà, l'élaboration de ce schéma a suivi une méthode rigoureuse qui a pris quand même du temps, mais qui voilà, nous a permis d'arriver à un résultat qui nous semble aujourd'hui très satisfaisant. Cette méthode, elle passe par un état des lieux, donc c'est le point qu'on verra un petit peu plus en détail par la suite. Un état des lieux qui nous a permis également de formuler des hypothèses de travail pour définir un certain nombre de bornes qui ont été présentées à la concertation. Donc là, c'est une phase importante que détaillera, qui nous a permis d'aller sur les territoires et d'échanger avec vous pour en arriver, on va dire, à ce fameux schéma directeur qui aujourd'hui est en phase finale, on va dire, de rédaction et qui sera soumis après l'approbation du comité au préfet. Voilà. Et puis on fera un petit point sur le rappel des transferts de compétences, puisque certaines infrastructures de recharge sont situées sur des collectivités qui aujourd'hui n'ont pas transféré leurs compétences au syndicat, donc ça pourrait être intéressant pour pouvoir les installer, que celles-ci fassent ce transfert de compétences. Donc Philippe en reparlera à la fin de la réunion. Voilà, donc sans plus tarder sur le rappel de la méthode, vous expliquer avec ce petit schéma qui va suivre qu'en fait, on a suivi voilà, une méthode de travail en 3 phases, on va dire. La première phase d'information, donc on a eu besoin de collecter un certain nombre de données sur nos territoires. Donc c'est ce fameux diagnostic, en fait, hein, qu'on va vous détailler. Diagnostic qui nous a permis, comme je le disais en introduction, de définir un premier nombre, un premier schéma avec un nombre de bornes à déployer, une temporalité que l'on a soumis, on va dire, aux différents territoires via une seconde phase de concertation qui a pris plusieurs mois pour arriver à cette troisième phase qu'on va commencer maintenant, qui est la phase finale de rédaction, d'approbation du schéma et ensuite de mise en œuvre, tout en disant que ce schéma il a vocation à évoluer. Donc, on pourra revenir vers les élus à échéance qui reste à planifier pour pouvoir éventuellement prendre en compte de nouveaux besoins, le faire évoluer en fonction de technologiques ou autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce schéma? 4 points clés. C'est quoi le schéma en fait? C'est un nombre de bornes qui nous paraît être nécessaire pour répondre à la demande des utilisateurs de véhicules électriques qui ne cessent de croître ces dernières années. Donc, avoir une offre publique de recharge cohérente sur le territoire avec, et c'est le point numéro 2, des puissances de charge qui sont différentes selon l'usage qu'on en aura. C'est-à-dire que vous avez des utilisateurs de véhicules électriques qui seront plutôt sur des besoins de recharge rapide puisqu'ils sont en itinérance et ils n'auront pas le temps de s'arrêter, alors que d'autres seront plutôt dans des logements sans possibilité de recharge type collectif et souhaiteront avoir une recharge nocturne, donc de plus longue durée. Donc, nous, en fonction de ces usages, de ces besoins, on a calibré, on va dire, la puissance des bornes, ce qui fait qu'on a un schéma qui propose différents types de bornes à installer sur le territoire. Le troisième point qui est forcément important, c'est la localisation. Où est-ce qu'on va mettre ces bornes-là sur le territoire? Ça fait partie aussi des fameux échanges qu'on a eus au travers des ateliers et entretiens de concertation pour choisir les emplacements. Et puis le dernier point, c'est la temporalité. Donc le schéma va s'étaler sur plusieurs années. Donc quel type de borne et quel nombre de bornes on installe en année 1, en année 2, en année 3, etc. Voilà. Donc, le schéma, c'est tout ça, c'est ces 4 points-là qui sont résumés ici et qu'on va vous détailler avec les slides suivants. Je vais laisser Philippe prendre la parole pour vous détailler un peu plus l'état des lieux.
Oui, merci Alban. En fait, Alban a bien résumé déjà une grande partie de ce qui a nécessité en fait de penser ce schéma. Mais pour pouvoir imaginer qu'est-ce qu'il était nécessaire, et un des premiers départs qui était aussi indiqué par la réglementation, c'était de connaître ce qui existait déjà. Puisque c'est pas le tout de dire qu'il faut tant de bornes pour pouvoir assurer par rapport aux véhicules qui sont présents à cette date-là. Si on ne sait pas combien il y en a déjà, ça ne permet pas de faire fonctionner le système. Donc, le principe de l'état des lieux, c'est donc de définir, de faire une photo de comment est le territoire concerné, donc le Calvados, au niveau de la présence de bornes de recharge dans un premier temps. On a constaté donc 700 points de recharge, dont 500 étaient des bornes publiques Mobisdec. Ça représente à peu près 68% donc de bornes qui étaient publiques, 32 qui l'étaient privées, donc plutôt réservées dans des restaurants ou dans des hôtels. Mais également, ça permettait de savoir que 13% étaient payantes déjà, du moins 87 étaient payantes, pardon, et 13% étaient gratuites. Ce qui donnait quand même, par rapport au nombre de véhicules présents, un taux de véhicules par point de charge qui était intéressant, qui était déjà pas loin, qui était déjà à 12 véhicules par point de charge, qui est déjà très bien. Cette étude a permis aussi, par des réflexions sur la géographie, la topographie, la partie administrative, comment est-ce qu'on on gérait les choses, du point de vue socio-économique aussi et pour les mobilités, d'avoir quelques éléments qui nous permettent de savoir comment est-ce que les gens, les Calvadosiens, appréhendent cette partie mobilité. Donc, notamment, on a vu une forte dépendance à la voiture. 85% des ménages ont au moins un véhicule. Et ce qu'on a vu aussi, et ce qui a débouché sur une action, une cible, c'est qu'il y a quand même 31% de logements dans le Calvados qui sont sans place de stationnement. Ce qui a été vu également, c'est que, et ça, c'est pas que lié au Calvados, mais c'est au niveau national, on voit une progression exponentielle du nombre de véhicules, puisqu'on va arriver à peu près à 11 500 véhicules en novembre 2022. Alors pour l'instant, on n'a pas les chiffres de 2023 ou de fin d'année 2022, mais déjà, ça montre une progression exponentielle par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Ce qui a été vu aussi, c'est que par l'appréhension des nouveaux textes de loi qui sortaient au fur et à mesure de l'élaboration de ce schéma, c'est qu'il y a une forte obligation sur les parkings, pouvoir les gérer, les alimenter en bornes de recharge. Et ce qui nous a permis, avec l'ensemble de ces éléments, de pouvoir dégager un scénario tendanciel de par cet état des lieux qui faisait le constat de l'existence sur le Calvados. Alors, ce scénario tendanciel, en fait, il correspond à ce qu'on pourrait dire un développement des mobilités qui sont assez limitées. Il n'y a pas d'excès dans le développement des mobilités alternatives. Donc, pas trop de bus qui vont remplacer des grands axes de circulation, pas trop de développement de tout en vélo, par exemple. C'est des choses donc qui sont à prendre en compte. Et par contre, donc du coup, ça amène à une part modale du véhicule électrique qui reste élevée, donc du moins du véhicule qui reste élevé. Donc du coup, avec le passage des véhicules thermiques en véhicules électriques, obligera à avoir des moyens de se recharger pour ces véhicules qui resteront de façon assez importante sur le territoire. Ce qui nous amène donc du coup en vue ou par rapport au calcul de nombre de véhicules estimés, donc à peu près 1800 points de charge pardon, à horizon 2035 sur le Calvados. Alors, je vais pas, du moins, je vous montre un petit peu parce que cet état des lieux a été
produit par un cabinet d'études que le SDEC Énergie a missionné, Artelia, donc, qui nous ont permis d'avoir des cartes qui permettent de référencer tous ces éléments pour bien les comprendre. On voit les localisations des points de charge, on voit quelles sont les communes qui sont les plus concernées par rapport à des logements comment dirais-je, sans stationnement. On voit aussi les transferts de déplacements pendulaires qui se situent bien entre les différents axes ou grands axes du Calvados, et notamment, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, l'évolution exponentielle du nombre de véhicules par les immatriculations qui pouvaient avoir lieu chaque année. Ce qui, comme le disait Alban, suite à cet état des lieux, a entraîné donc une prise de conscience sur des grands axes d'action que le SDEC Énergie devait mener, ce qu'on peut appeler des cibles. Ces cibles, elles se déclinent en deux grandes, on va dire, usages. Un usage plutôt local, qui concerne donc les logements sans place de stationnement, où là, on est plutôt sur des véhicules qui auront besoin de se charger un peu plus longtemps, sur toute une nuit, ou au contraire toute une journée, si on utilise par exemple des personnes qui viennent travailler dans ces lieux-là, mais également dans des pôles d'échange multimodaux. Vous laissez votre voiture à un endroit pour prendre le bus pour aller dans une ville un peu plus lointaine. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui permettent de déterminer des prises de recharge qui sont, on va dire, lentes, de 3 ou 7 kilos. Puis vous avez aussi donc ce qui a été ça a décliné de cet état des lieux, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, en fait, sur les parkings, donc, il y a une notion d'usage, mais il y a également aussi une notion de réglementation, on en reviendra tout à l'heure, qui dit que sur ces parkings-là, il faut avoir des bornes de 3 à 22 kilos pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces prestations. Et puis le deuxième usage, qui est bien différent des deux autres, c'est plutôt un usage de transit. Là, on est vraiment sur des personnes qui se déplacent au sein du Calvados pour se déplacer, ont besoin de se recharger rapidement, voire très rapidement. Et là, la localisation se fait plutôt sur les aires de covoiturage ou les axes de transit avec des bornes de 100 kilos ou plus, voire 150. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc la notion de parking est ressortie de cet état des lieux, notamment par la compréhension des décrets et de la loi L'Homme, qui imposait notamment donc pour tout parking de plus de 20 emplacements, donc la mise en place de bornes de recharge avant le 1er janvier 2025. Ça nous amène quand même à réfléchir, puisque on a fait donc le point de tous les parkings, et ça nous permettait ou ça nous obligeait à mettre 7 700 points de charge nouveaux d'ici 2025, et si par le public et par le privé, soit avec ce qui existait déjà, pas loin de 8 400 points de charge. Ce qui fait que c'est un effort considérable pour les acteurs de mobilité, hein, que ce soit le SDEC ou les acteurs privés, et pour une utilisation vraiment très minime, qui serait de moins de 1% en 2025, au vu du nombre de véhicules en 2025 qui seraient sur le territoire. Cette, euh, une fois cet état des lieux fait, on est passé à la deuxième phase, comme l'indiquait Alban, qui est la concertation. Et là, dans un premier temps, je tenais à remercier toutes les collectivités qui ont participé à cette concertation, que ce soit les EPCI, mais aussi les communes, et notamment les communes lors de la deuxième phase, pour tout l'apport qu'elles nous ont donné sur la connaissance de leur territoire, afin de pouvoir cerner au mieux les emplacements des bornes qui restent à poser. Euh, Comme on vous indiquait, comme Blanc vous l'indiquait dans la phase de progression, il y avait une première étape qui a été réalisée par rapport à des entretiens. Ces entretiens, elles avaient lieu plutôt à l'échelle des EPCI. On a rencontré, en visio chaque EPCI, on a fait des réunions aussi avec Enedis, avec la région, avec l'OCAM, en fait tous les acteurs de la mobilité qui nous permettaient de cerner, notamment par rapport aux EPCI,
les volontés affichées dans les PCAET, par exemple, par rapport à la mobilité. Euh, ces différents entretiens ont confirmé la notion de scénario 2. Donc ça, c'était une bonne chose parce que ça nous permettait de voir qu'on était à peu près dans les mêmes phases de progression. Et ça a surtout validé les actions proposées. Alors, je ne vais pas revenir dessus, mais on retrouve les places de stationnement, les pôles multimodaux, les parkings, les aires de covoiturage et les aires de transit. Cette consolidation nous a permis de vérifier qu'il y a bien une cohérence avec les documents d'urbanisme des EPCI, mais ça a permis aussi de dégager quelques besoins supplémentaires, des projets que nous n'avions pas connaissance, qui étaient portés par les EPCI notamment. Et ça a permis de voir qu'il y avait un réel souci sur les parkings et qu'il fallait aller plus en détail sur la définition de ces parkings pour pouvoir confirmer s'il rentrait dans le cadre de l'obligation réglementaire et également s'il y avait besoin d'un usage de bornes, de mise en place d'une borne dans ces parkings-là. Dans la deuxième phase de concertation, on est allé vers les communes dans 15 ateliers lors euh, de rencontres au niveau des territoires, hein. Dans chaque EPCI, au niveau de chaque EPCI, on est allé dans une commune et on a invité les autres communes du secteur à nous y retrouver. Je remercie encore une fois les 83 communes qui ont participé à cet élément de concertation. Et ça nous a permis de figer les choses, en fait, de bien comprendre et d'obtenir les précisions qu'on avait besoin par rapport au parking, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Ça nous a permis de bien identifier que il n'était peut-être pas nécessaire de mettre toutes les bornes dès 2025, mais plutôt les prioriser en fonction des usages nécessaires sur ces fameux parkings et de pouvoir identifier d'autres projets communaux qui étaient inconnus de notre part, mais qui étaient portés par les communes, hein, les élus. Et enfin, d'identifier les zones de logement sans place de stationnement, parce qu'on s'est aperçu que certaines communes n'étaient pas connues pour avoir ce genre de logement, et de définir à quelle période Alban l'a très bien expliqué tout à l'heure, à quelle période il est nécessaire de mettre cette borne en fonction des différents projets, par exemple, des communes. Euh, ça, ça rejoint ce que disait Madame Gournay-Lecomte en introduction. En fait, on l'a accompagné avec des outils qui nous ont bien servi et que vous avez bien utilisés, puisque du coup, donc on avait mis une boîte mail dédiée. Alors, on a eu une vingtaine de remontées de communes qui souhaitaient avoir des bornes de recharge, donc ils ont utilisé cette boîte mail dédiée. Également, des collectivités ont répondu dans le recueil des attentes et des observations. Les parkings ont bien été étudiés lors de la diffusion des cartes par les EPCI et nous a permis de certifier si oui ou non le parking correspondait bien à la demande. Et le dernier outil qui a été mis en place, qui permettait de visualiser l'outil Mapeo, donc ça permettait de visualiser les bornes, de pouvoir les modifier, les ajouter s'il en manquait et notamment au niveau des modifications, de pouvoir jouer sur la puissance, leur emplacement ou l'année de déploiement. Si on fait un petit zoom rapide sur les retours de Mapeo, donc qui était la fin de la concertation et pour pouvoir partir sur des bonnes bases par la suite, donc on est quand même sur 28 retours de communes, 46 bornes ont été rajoutées. 10 ont été déplacés parce que les endroits n'étaient pas bien en adéquation et 27 ont permis d'être modifiés au niveau de la date prévisionnelle de déploiement, soit en amont, du moins c'est les avancées, parce que le projet a été plus tôt que prévu, ou les reculer justement parce que la commune n'était pas encore prête à faire ces travaux. Donc, merci encore de toute la participation des élus sur ce point-là. Et du coup, avec l'ensemble de ces participations de chacun, on arrive donc à un schéma. Et là, Alban va pouvoir nous expliquer au point de vue, on va dire, global du Calvados, ce que ça peut donner. Alors, Alban, excuse-moi, on a encore perdu ton son.
là? Ça marche. Excusez-moi. Donc, je vous disais que l'avant-projet de schéma, en fait, qui a été élaboré à l'issue du diagnostic, a donc été soumis, on va dire, à l'avis des territoires, c'est la concertation. Et aujourd'hui, on arrive donc à un schéma dans sa version définitive. Alors, pour cerner, on va dire, l'ampleur des travaux et du travail effectué, on a repris une première cartographie que vous avez à l'écran qui, en fait, euh, concerne l'existant aujourd'hui. Aujourd'hui, le réseau Mobisdec, donc on parle des bornes publiques, hein, vous avez en plus de tout ça des bornes privées qui existent déjà sur le territoire, mais l'offre publique de recharge au travers le réseau Mobisdec, c'est déjà, vous le voyez, presque 250 bornes, 492 points de charge qui sont répartis, alors beaucoup, on va dire, en recharge qu'on appelle normale, 22, 24 kilos, un peu de bornes rapides, hein, on a à peu près 25 bornes rapides sur le territoire. Et puis aujourd'hui, on n'a pas de bornes 3-7 kg de rechargement. Vous voyez qu'on a déjà une couverture quand même assez large, dense du territoire, à laquelle on va venir rajouter en fait des nouveaux points de charge qui sont définis dans le cadre du schéma directeur. Donc à l'issue de la concertation, on a défini deux choses. Un nombre de points de charge en fonction des puissances. Donc là, on est tombé d'accord à peu près aujourd'hui sur un nombre de points de charge supplémentaires qui serait de 1000. Donc vous voyez, on passe d'une offre publique qui aujourd'hui est de 500 à demain qui serait 500 plus 1000, donc 1500. Donc on va faire x3 en termes de nombre de bornes. Donc c'est un effort qui est important, qui va demander un petit peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on va l'étaler, vous le voyez dans le tableau, jusqu'en 2027. Donc, on va se laisser un petit peu de temps pour petit à petit installer ces nouvelles bornes. Et vous voyez que ça donne encore un peu plus de densité au schéma actuel, puisqu'on va installer quand même de nombreuses bornes supplémentaires sur la totalité des territoires. Alors, il y a une densité un peu plus importante forcément sur Camp-la-Mer, parce que c'est un pôle aussi qui regroupe de nombreuses activités et qui concentre un important, mais l'ensemble des territoires du Calvados bénéficient en fait d'un nombre de bornes supplémentaires, que ce soit des bornes lentes, normales, on va dire, ou rapides. Alors, ce qui est intéressant, c'est de superposer en fait les deux pour vous permettre de voir ce que donnera on va dire, le réseau Mobisdec une fois entièrement déployé en 2027. Donc là, on a à la fois l'existant et ce qu'on doit créer au cours des prochaines années. Donc vous voyez qu'on obtient un territoire qui devient extrêmement bien maillé en termes de bornes de recharge, avec une diversité de puissance à disposition et qui permet, en tout cas, on le considère, de répondre sereinement, on va dire, aux besoins des électromobiles dans les années à venir. Encore une fois, cette offre de recharge publique sera enrichie de l'offre privée. Donc, on a aujourd'hui, on l'évoquera peut-être en fin de réunion, mais cette incertitude qui est de savoir comment le secteur privé va prendre sa part, on va dire, dans le développement des infrastructures. Mais à minima, on serait en capacité de déployer un réseau comme celui que vous avez à l'écran, ce qui est déjà très très bien pour un département comme celui du Calvados. Voilà, donc je vais laisser maintenant Philippe faire un zoom sur la communauté de communes de l'Intercom d'Aviron-Noireau pour que vous puissiez voir exactement ce que ça donne sur votre collectivité. Donc là, je vais juste faire un petit point par rapport aux véhicules électriques. Alors, c'est 451 véhicules qui sont sur votre territoire à novembre 2022. Ces 451 véhicules correspondent donc à la quote-part des 11 500 véhicules sur le Calvados. C'est déjà très intéressant. Donc, quand les collectivités me disent bah, nous, on voit pas éventuellement trop de véhicules électriques. En fait, on le voit sur cette carte qui représente un petit peu donc l'ensemble du Calvados. C'est réparti de façon équitable, à part évidemment on va dire les grands centres urbains que peuvent être Caen et Lisieux, où on a un peu plus de véhicules électriques qu'ailleurs dans le Calvados. Oui, c'est Si cette difficulté à l'écran, c'est mis 286, mais c'est 451. 451, je corrigerai la- l'élément.
Si on fait un zoom maintenant, borne après borne ou type de borne après type de borne, en fait, sur votre territoire, en borne rapide, à aujourd'hui, vous aviez 6 points de charge qui étaient disponibles sur votre territoire. L'idée, c'est qu'à la fin du schéma directeur, en fait, vous en ayez 8 de plus. Deux qui seront posés en 2023, deux autres en 2025 et 4 points de charge supplémentaires en 2026. Donc, 8 points de charge, il faut imaginer que ça fait 4 autres bornes de recharge rapide supplémentaires sur votre territoire. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs types de puissance. Là, on est sur les rapides. Ça répond à la demande, comment dirais-je, du transit ou de la recharge rapide des véhicules. Mais vous avez aussi toute la partie qui est plutôt, elle, liée à des zones de parking, soit pour les commerces, soit pour recharger en 1 ou en 2 heures. Et là, aujourd'hui, vous étiez déjà bien fourni, j'aurais tendance à dire, avec 50 points de charge qui correspond à peu près à 25 bornes. Et là, le but, c'est d'en rajouter sur les 5 prochaines années 41 points de charge supplémentaires. Alors, ça correspond à peu près à 20 bornes supplémentaires. Alors, il se peut qu'il y ait des nombres impairs, puisque on peut imaginer des bornes soit 2 tel qu'imaginer avoir un point de charge unique sur un endroit bien particulier. Mais ce qui nous amène donc à des montants de nombre de bornes assez intéressants. Donc là, comme je vous disais, on couvre plutôt sur les parkings publics, on couvre pour les rechargements lors d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures, lorsqu'on fait des courses dans les centres urbains, les petits bourgs. euh, voilà. On est plutôt sur ce genre d'alimentation et d'usage. Oui, juste une petite remarque. Vous m'entendez? Dites-moi, Monsieur Oui, Malhausen. Oui. Comme on est la troisième interco du Calvados, je vois qu'il y a beaucoup d'écart entre Lisieux qui a 1134 véhicules électriques et nous qui en avons 451. Est-ce que c'est plus une concentration sur la ville de Lisieux? C'est pour comprendre comment que le territoire rural euh, s'approprie ce sujet-là, quoi. Alors, je n'ai pas la réponse à vous donner aujourd'hui. Par contre, les éléments, on les a par ville. C'est-à-dire que Ok. le nombre de véhicules, on peut l'avoir par commune. Donc, je Mhm, pense que je pourrais vous dire assez rapidement si la ville de Lisieux est plus fournie que la ville de Vire, par exemple. mhm. Je vais le noter. Mais merci parce que là, vous faites un effort quand même sur notre interco. Géographiquement, il y a une bonne répartition là. On va continuer cette analyse et cette retranscription pour justement voir au niveau cartographique ce que ça peut représenter. Mais le point important aussi également qui t'a souligné aujourd'hui, donc Alban le disait tout à l'heure, aujourd'hui on n'a pas de 3,7 kilos sur le territoire. C'est un manque. Clairement, pour ce qu'on a appelé donc les rechargements pour les logements sans parking. Là, l'idée, c'est de rajouter 24 points de charge complémentaires. Et là, on est vraiment sur quasiment des points de charge individuels. Donc, il peut y avoir des doubles points de charge à des endroits où on peut mettre 2 points de charge l'un à côté de l'autre, mais on peut aussi avoir des prises à points de charge unique. On va le voir tout à l'heure dans la retranscription au niveau des communes. Si on fait un zoom global, du coup, ou plutôt une vision globale de la chose, on retrouve les 56 points de charge de 2022 existantes et on voit que de 56, on passe à 129 en fin 2027 avec la répartition annuelle telle qu'elle vous l'est présentée devant votre écran. C'est, comme le disait Alban, un effort assez considérable, y compris sur votre collectivité, puisque on le triple pas, mais quasiment sur le cas. Mhm. Si
on passe au niveau cartographie. Donc, tout à l'heure, il y avait comment dire, un tableau qui vous masquait une partie de votre carte. Donc là, au moins, vous avez une vision plus générale de votre collectivité. On retrouve à gauche le nombre de bornes existants. On retrouve à droite, en haut, le nombre de bornes que l'on rajoute. Et si on fait la synthèse des deux, donc avec pour que vous ayez bien la bonne vision, c'est les triangles rouges, c'est les bornes rapides, les carrés verts, c'est les bornes normales, 22, 24 kg. Alors 22, c'est du AC, 24 kg, c'est du DC. Et les points bleus, on est sur les bornes dites lentes, qui elles sont plutôt du 3 ou du 7 kg. Et donc, quand on fait la synthèse des deux, le regroupement des deux cartes, on arrive donc à une répartition, on va dire, assez homogène de votre territoire, puisque là, quasiment toutes les communes euh, sont pourvues de bornes de recharge pour véhicules électriques. Il y a un tout petit peu de zone blanche, il me semble, sur la carte, sans aller dans le détail, au-dessus de Vassy. Alors, il est possible qu'à aujourd'hui, certaines communes n'aient pas été pourvues ou ne seront pas pourvues dans le cadre du schéma de 23 à 27. C'est pas parce qu'à aujourd'hui, d'après l'étude que nous avons pu faire par le cabinet Artelia et par rapport au retour que les communes nous ont fait elles-mêmes des schémas qui leur étaient proposés aux différentes phases de la concertation, aucune remontée nous est apparue comme étant une nécessité d'alimentation pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, à savoir le respect des cibles qui avaient été prédéfinies. C'est pas pour cela que dans la deuxième phase, dans une autre phase de schéma qui commencera après 2027, on ne pourra pas compléter ces zones qui mériteront peut-être à ce moment-là d'être pourvues de bornes de recharge. Bien sûr. Si on fait le détail par commune et par année, donc les communes sont classées par ordre alphabétique. Hein, c'est pas par ordre d'importance de présidence d'élus au sein de la collectivité, mais on retrouve donc en 2023 six communes pardon, qui seront alimentées sur le territoire de votre collectivité. En 2024, quatre autres communes. Alors, je tiens à signaler quand même que il est possible que ces communes se retrouvent à plusieurs années nommées. C'est parce que dans la prévision du déploiement des bornes de recharge, il a été identifié que certains parkings étaient besoin d'être maintenant et d'autres un peu plus tard, ou au contraire, lorsque on a pu imaginer le déploiement des bornes dites notamment de 3 à 7 kilos, où là, on voit que ça rentrait dans un schéma de déploiement. Donc, par année, donc, vous avez donc le détail de ces communes. Donc là, on a vu 2023-2024. Et si on passe à la slide d'après, donc vous découvrez les années 2025, 26 et 27. Et donc on retrouve bien les 73 points de charge complémentaires dont on a abordé tout à l'heure. Donc vous voyez par exemple que les bornes rapides sont plutôt disposées donc à Souleuve en Bocage, Vire-Normandie et chez Condé en Normandie. Donc voilà, donc ça c'est la localisation des bornes rapides sur le Calvados, du moins sur votre territoire. Et juste avant, il y avait une autre qui était plutôt prévue pour nous de Sienne, dès 2023. Donc ça fait quand même un certain nombre de points de charge complémentaires hein, sur cette collectivité. Euh, donc Alban, tu vas pouvoir prendre la suite pour expliquer un petit peu. euh, Juste un petit point de détail, Monsieur Landrin. oui, Est-ce que les bornes qu'on avait historiques, on était dans le premier déploiement, est-ce que ce sont des bornes qui peuvent être boostées? alors non,
Non? Clairement, non. On peut, du moins, en fait, la borne, elle est définie par sa structure interne de borne, hein. On est sur des distributions d'énergie qui sont en courant continu. Donc déjà, d'une Oui, part, on ne peut pas faire autre chose que du courant continu. Et ensuite, elles sont aussi limitées par rapport à un branchement Enedis qui est lié à ce qu'on pourrait appeler un tarif bleu, en fait, hein, donc, qui sont limités à 24 kilos. Donc, pour les booster, comme vous le dites, il faudrait qu'on les change. Alors, à un moment donné, il faudra les changer, hein, c'est même prévu, hein, qu'on renouvelle le parc. Donc, à ce moment-là, on pourra faire des adaptations. Mais pour l'instant, l'idée, c'est bien de prolonger les bornes qui ont été posées dans le premier cadre à partir de 2015-2016 et même 2017, donc de les prolonger sur une période de fonctionnement assez longue, au minima la date d'amortissement, oui. et par la suite de les compléter par d'autres bornes, et enfin de les rechanger par des bornes nouvelles technologies, et notamment, pour tout vous dire, on serait sur le principe de changer la partie AC, donc en courant alternatif, qui a aujourd'hui répondait à l'immense majorité des véhicules de style Zoé qui étaient sur le Calvados. On voit que maintenant d'autres, depuis 2000, on va dire fin 2021, début 2022, d'autres véhicules apparaissent tels que les 208, les BMW, les Audi, etc., qui, elles, ont besoin d'une puissance plutôt en continu. Donc l'idée, c'est de mettre, euh, du moins dans les nouvelles bornes qui vont être posées, de mettre une part plus importante de bornes dites DC, donc en courant continu. D'accord, merci. C'est bon? On Alban, si tu entend veux. ou pas? Oui. Oui. On entend? Oui. J'hésite toujours comme ça, a priori, ça marche pas toujours très bien. Mhm. Je veux pas que tu t'arrêtes en fait. Ouais, c'est ça. Oui, alors juste pour terminer sur le schéma, alors encore une fois, on le rappelle, hein, mais le schéma, il n'est pas figé, il a vocation à évoluer. Donc là, on a une feuille de route qui nous permet d'avoir une stratégie de déploiement et on va la mettre en œuvre, mais on pourra, à échéance planifiée, s'arrêter, regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et voir si il faut accélérer ou pas le déploiement d'un certain type de borne, modifier les puissances qu'on va installer, etc. Donc on se laissera quand même de la latitude pour adapter notre schéma à la réalité du terrain quand on y sera confronté. Maintenant, aujourd'hui, il va quand même falloir engager la mise en œuvre de ce schéma. Donc, la dernière phase qui va prochainement arriver, c'est la validation du document, on va dire, par nos élus, puisque là, on l'a soumis, on va dire, à l'avis des collectivités et ensuite, les élus du syndicat vont devoir valider ce document. Donc, on viendra vers le comité syndical et une fois que l'avis aura été apporté, s'il est favorable, et je pense qu'il le sera, le document sera transmis au préfet qui aura 2 mois pour donner son accord. Donc ça veut dire que dans maintenant 2 mois ou 3 mois, on va dire, on sera en mesure de commencer le déploiement et donc la question du financement. Donc pour l'année 2023, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que les élus du SDJ ont d'ores et déjà, on va dire, d'une enveloppe financière d'1 million d'euros pour commencer le déploiement du schéma directeur. Donc, sur l'année 2023, le financement il est intégralement pris en charge par le syndicat et se pose la question des années 2024 à 2027. Donc, on a, nous, parallèlement à travaux, on va dire, de définition de schéma directeur, travaillé sur un aspect plus juridique et financier pour voir quel était le mode de portage le plus adapté. Donc on a exploré différentes pistes, la délégation de services publics, les marchés classiques, ou comme on fait encore aujourd'hui en régie. Et la conclusion à aujourd'hui, c'est de dire qu'on est en capacité de porter le développement du schéma directeur en restant sur un mode régie, donc celui qu'on connaît aujourd'hui, qui a fait ses preuves, qui est efficace, sous couvert on va dire, du respect de certaines hypothèses. Donc là, on prend éventuellement forcément quelques risques puisque ça reste des hypothèses, mais on a défini une certaine évolution, on va dire, du nombre de sessions de charge sur le territoire.
Alors, aujourd'hui, elles sont très importantes, mais on sait aussi qu'à un moment donné, les choses vont se calmer. Donc, on a pris des hypothèses de développement raisonnable. Et puis également la part de l'initiative privée qui pourrait venir éventuellement bah, installer des bornes là où le syndicat avait imaginé en mettre. Donc tout ça mis bout à bout, avec une évolution aussi de la tarification, fait qu'on estime pouvoir assurer le développement du schéma directeur sans contrepartie financière de la part des collectivités, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça nécessite quand même un investissement important hein, qui serait de l'ordre de 6 millions et demi d'euros. Donc si on rajoute les 1 million précédemment, on arrive à 7 millions et demi d'euros sur une période de 5 ans. Donc ça, il faut encore, on va dire que ce soit discuté dans nos instances, mais c'est une hypothèse aujourd'hui sur laquelle on travaille, de pouvoir déployer le réseau euh, directement via, on va dire, un financement qui soit issu de l'utilisation du réseau Mobisdex sans demander de contrepartie financière en collectivité. Alors, juste pour vous montrer en termes de déploiement, on a pareil, il y a eu beaucoup de chiffres sur les points de charge. Philippe, juste si tu veux bien passer à la slide d'après, voilà. Donc, le premier enseignement, hein, on l'a dit, c'est que 2035, pour nous, c'est un petit peu loin. On se dit qu'il vaut mieux essayer d'avoir des échéances à plus court terme pour être plus efficace dans le déploiement. Donc, nous, on s'est plutôt arrêté à 2027. Et à 2027, on pourrait avoir un petit peu plus de 6000 points de charge. Donc, on va retrouver les 700 existants qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Les 1000 points de charge qui sont ceux, on va dire, du schéma directeur. Donc, ça fait 1700 points de charge publics auxquels on pourrait ajouter jusqu'à 4400 points de charge privés supplémentaires. Donc ça, c'est une inconnue parce qu'on ne sait pas si le secteur privé va prendre sa part et dans quelle proportion il va contribuer, on va dire, au développement des recharges sur les parkings, etc. Donc, encore une fois, essayer d'avoir une hypothèse un peu plus raisonnable du déploiement en gardant ce que nous, on est capable de maîtriser et puis en ayant une hypothèse plus raisonnable sur le développement du secteur privé. Et vous voyez qu'on arrive sur un déploiement qui avoisine les 3900 points de charge, alors qu'on aurait pu imaginer de environ 10 véhicules par point de charge. Alors ça, c'est à rapprocher à ce que Philippe vous expliquait tout à l'heure en introduction, où on est aujourd'hui aux alentours de 12 véhicules par point de charge. Donc ça veut dire qu'on, tout en augmentant le nombre de véhicules sur le territoire, le, le nombre de bornes supplémentaires qu'on ajoute nous permet d'avoir un ratio encore plus intéressant. Donc de répondre efficacement aux besoins, on va dire, de recharge des véhicules électriques. Voilà, donc, jusqu'à 3900 points de charge, selon nos hypothèses, d'ici à 2026 sur le territoire. Dernier point éventuellement que l'on peut traiter avant la fin de ce webinaire, c'est un petit rappel sur les transferts de compétences. Donc, vous savez que le SDEC Énergie n'agit pour la pose des IRVE que sous le transfert de compétences des communes pour cette dite pose. À aujourd'hui, c'est 189 collectivités qui ont transféré leurs compétences. Alors, il faut savoir que quand la maire a avait la compétence et donc nous l'a transférée, ce qui donc correspond à 48 communes. Donc vous avez la cartographie du secteur qui correspond du moins de l'ensemble du Calvados qui correspond au transfert de compétences. Si on fait un zoom sur votre territoire et par rapport à la nécessité d'avoir la compétence pour la pose des bornes dans le cadre du schéma. Donc en fait, on est sur deux communes éventuellement sur le secteur qui serait nécessaire d'obtenir cette fameuse compétence, hein, Pontécoulant et Saint-Aubin-des-Bois, car à aujourd'hui, c'est ces deux communes sur lesquelles on a identifié le besoin d'avoir une bande de recharge dans le programme 2023-2027 qui n'ont pas encore fait ce transfert. Alors, si le transfert ne se faisait pas, c'est pas grave en soi, hein. C'est simplement que les communes doivent poser les bornes pour leur propre compte et pas dans le cadre du réseau Mobisdec, puisque si nous, on devait les poser dans le cadre du réseau Mobisdec, ça ne pourrait se faire que sur ce fameux transfert de compétences.
Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous sommes là avec Alban pour pouvoir répondre à vos questions si jamais il était nécessaire. Euh, Vous avez de toute façon la possibilité de nous joindre téléphoniquement au numéro qui s'affiche à votre écran ou de nous faire un mail à l'adresse sdec-energie.fr. Et je vous invite à ouvrir vos micros si vous le souhaitez pour pouvoir discuter avec nous. Euh, Avant d'entrer dans cette phase de discussion, si vous souhaitez pouvoir répondre à un petit sondage, alors je vais lancer le sondage. Donc, hop, je vous invite, normalement, vous devez le voir apparaître. Donc, je vous invite à répondre à, à- à cette question. Donc, est-ce que le webinaire a répondu à vos attentes sur la connaissance du schéma? En fait, comme tout le monde est panéliste, on ne pourra pas répondre Ah oui, Oui, on ne peut pas Ouais, répondre. c'est ce Non, que j'allais. Voilà, ouais, on n'y arrive pas. On le fait à l'oral. On le fait à l'oral. on est obligé de le Oui, dire de vive voix. Voilà, si Madame la Présidente me donne la main, oui, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de s'accaparer de nos territoires et peut-être d'étudier à l'avenir le besoin électrique que ça pourra représenter. Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce qu'il y a un travail de sourcing qui pourra être fait? J'en ai terminé. merci Gilles. Parce qu'effectivement, hein, il y a un point essentiel sur lequel il faudra que l'on soit vigilant sur, et quant au déploiement, c'est effectivement la capacité du réseau à pouvoir intégrer l'appel supplémentaire qui sera Oui, fait via l'implantation de nouvelles bornes. C'est un véritable enjeu pour nous, non seulement un enjeu en termes d'équipement, mais aussi un enjeu financier et en termes d'aménagement du territoire, parce qu'on sait que tout ce qui concerne donc les réseaux et le renforcement de ce réseau est à la charge de notre syndicat. tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on a mis Enedis comme partenaire dans la boucle des discussions, puisqu'il sera amené, je dirais, à travailler avec nous pour les futures implantations et s'assurer que le réseau est en capacité d'absorber les appels de puissance qui seront demandés par les nouvelles installations. Oui, de mon côté, ben, satisfait, oui. Et ben, j'allais poser la question pour les réseaux, donc vous avez répondu. Très bien. Nous Ouais. sommes en phase. Tout à fait. Ce n'est pas neutre, hein. Merci, Monsieur Buller. C'est subtil. Oui, c'est subtil. Écoutez, il nous reste à vous remercier en tout cas pour votre participation, contribution. Comme le disait Philippe, on reste à votre disposition si vous souhaitez échanger éventuellement sur un point précis, particulier. Le webinaire sera mis à disposition sur le site Internet, donc on espère que d'autres élus pourront en prendre connaissance et reviendront éventuellement vers nous. Et puis, on vous tiendra informé de toute façon des suites données et du début du déploiement dès que celui-ci pourra être effectif, quoi. Merci à vous. Très merci, bien. Merci Merci à vous, beaucoup. messieurs. merci Et de votre merci, chers participation. collègues. À très Merci beaucoup. bientôt. À très Au bientôt. revoir. Bonne fin de journée. Merci. Merci encore.